Le Haras de Cercy vous présente La Grandeur. Un marathon, un combat, une culture, des histoires, des obstacles, des passions. Une course mythique qui ne laisse personne indifférent, du néophyte au connaisseur. Vous l'avez compris, ce soir, c'est la grandeur du Grand Steeplechase de Paris. C'est sous l'ovation de la foule qu'il s'élance pour un long voyage. 6000 mètres à parcourir, 23 obstacles à franchir. Le rêve de toute une vie cet après-midi. Elle va chercher! C'est trop beau ce qu'ils nous ont fait vivre. Je leur remercierai jamais assez de nous avoir fait vivre quelque chose d'aussi magnifique. Merci les chevaux. Sofrens qui va rentrer dans l'histoire. La 5e victoire dans la course pour Guillaume Macaire. Ah non mais ça se coud, hein. Avec tout ce que j'ai vécu en plus ça là. Oh putain c'est génial, c'est. Voilà, ah c'est trop bien là. Ah le bonheur là, c'est le bonheur, là c'est trop bien ça. Thompson qui va rentrer dans l'histoire. 3e victoire dans le Grand Steeplechase de Paris. Mais attention car voilà maintenant le docteur qui n'a pas peur et qui progresse à l'intérieur. Docteur de ballon qui va remporter le Grand Steeplechase de Paris, édition 2020. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grandeur du Grand Steeplechase de Paris. Bonsoir Charlie. Bonsoir Laurent. Ça donne le frisson hein, quand on voit ces images, quand on entend ces sons. Oui, c'est vrai qu'on s'y replonge presque année après année dans tout ce qui s'est passé. C'est magnifique, c'est le Grand Steeple. Vous êtes notre consultant spécialiste bien sûr de l'obstacle, j'ai envie de dire même passionné, grand passionné de l'obstacle. Oui, je crois que c'est le mot qui convient. Et dans quelques instants, nous aurons notre invité avec nous. Mais avant toute chose, nous allons découvrir le sommaire de cette émission, un sommaire très riche, comme toujours, j'ai envie de dire. Nos spécialistes de l'obstacle, que vous retrouverez d'ailleurs le jour J, se sont regroupés pour nous faire comprendre au mieux ce qu'est le Grand Steeplechase de Paris. Et vous, Charlie, vous nous présentez une remontée dans le temps à travers l'histoire du Grand Steeplechase de Paris. Nous avons bien sûr notre ami Tristan Lucas qui lui portera son regard décalé sur la course et il a flashé sur la rivière des tribunes, vous verrez ça tout à l'heure. François Prado, lui, est allé à Saint-Augustin, près de Royan, rencontrer l'entraîneur tête de liste depuis 2 ans, François Nicole, homme au fort caractère et toujours à la recherche de son premier Grand Steeplechase de Paris. Nous aurons Alexis Lévy qui sera entouré de 2 spécialistes à la clinique équine de Mêlée du Maine en Mayenne qui nous propose un décryptage sur les efforts fournis par les chevaux pour franchir les obstacles. Nous aurons un entretien exclusif à Chantilly avec Christophe Pieux, légende aux 15 cravages d'or et 3 Grands Steeplechase de Paris, qui dévoile à Manuela Jolivet des confidences sur ces différents Grands Steeplechase de Paris. Voilà un sommaire riche, alléchant, qui, je l'espère, va vous donner envie de voir tout ce qui va se passer. Et déjà, dès à présent, nous accueillons notre invitée. Elle est une femme dans ce domaine de l'entraînement qui ne cesse de se distinguer. Je me lève pour l'accueillir, car elle a un grand talent. C'est la tenante du titre du Grand Steeplechase de Paris. C'est Louisa Carberry. Bonsoir Louisa. Bonsoir. Je vous laisse venir vers moi. Voilà, je me suis levé, oui, j'ai même démarré un peu tôt pour venir vous accueillir. Je ne peux pas vous saluer comme on pourrait le faire dans d'autres circonstances. En tout cas, je suis ravi, nous sommes ravis que vous soyez avec nous ce soir. Merci beaucoup. Je vous présente pas Charlie. Bonsoir Louisa. Bonsoir Charlie. Ravi Voilà. d'être là. Alors, on voulait vous faire plaisir, Louisa, et on voulait, et puis vous faire plaisir et se faire plaisir, on voulait tout de suite se mettre dans une ambiance de Grand Steeplechase de Paris, avec voilà, votre cheval, votre champion. On regarde ces images tous ensemble. Undergo qui a le meilleur pour franchir la double barrière, mais Figueiro est maintenant lancé en pleine piste par Angelo Zuliani, tentant désormais de se détacher. Mais attention, car voilà maintenant le docteur qui n'a pas peur et qui progresse à l'intérieur. Figueiro qui a pris l'avantage pour se diriger maintenant vers la dernière difficulté. Mais docteur de ballon et Bertrand Lestrade qui accélère. Follet également qui est là en dehors. Les 5 ans qui sont là. Mais c'est docteur de ballon, le numéro 4 qui accélère.
ses propriétaires éleveurs, monsieur et madame Gachluc. Formidable docteur de ballon qui est venu à bout des 2-5 ans puisque Figueroa est deuxième, Feu Follet troisième. Voilà, ça donne le frisson, hein, là aussi, là encore. Louisa, quand vous revoyez ces images quelques mois après ce succès, que ressentez-vous ? C'est assez émotif. Le cheval a vraiment fait un truc extraordinaire pour nous. On a eu une très mauvaise préparation pour plein de raisons et changement de jockey, le cheval qui a été arrêté. Et ces éleveurs, propriétaires étaient très patients et nous, on était toujours assez certains. Le cheval avait beaucoup de qualité, mais à prouver à ce point-là, c'était extraordinaire. C'était vraiment magique. Cette ligne droite, cette phase finale, ce rush, Charlie, c'est impressionnant. Oui, c'est sûr que pour s'enflammer, Docteur de Ballon, il est parfait parce qu'il a une attitude en plus. Il est gros sprinter, ce qui est assez rare finalement en obstacle. Il met les oreilles en arrière et on a envie de le pousser avec lui, j'imagine. Et en plus, Louisa, il y avait même peut-être une blessure qui datait de plus loin avec le Grand Steeplechase 2019, l'année d'avant, où le cheval avait chuté en face, éjecté son jockey, alors qu'il allait assez facilement. Ça a dû vous faire vivre pendant plusieurs mois sur ce souvenir. Oui, c'est vrai que 3 fois, on a essayé de préparer le Grand Steeple. La première année, il a eu un souci. Deuxième année, il a fait tomber son jockey, donc on n'a rien vu. Et voilà, tout se passe bien pour la 3e fois. Donc, je pensais que ça allait jamais m'arriver dans ma vie, donc que ça m'arrive à moi, à mon entourage, à ses propriétaires, à ce cheval. J'étais juste très contente que le cheval a pu montrer à tout le monde de ce qu'il était capable. Ça vous est arrivé et ça peut encore vous arriver. On verra ça tout à l'heure. Tout de suite, je vous propose de voyager dans le temps. Vous aimez voyager dans le temps, Louisa ? Oui. Eh bien, grâce à Charlie, nous allons voyager dans le temps et nous allons également voyager à travers l'histoire, la grande histoire de ce Grand Steeplechase de Paris. Regardez. Depuis sa création, le Grand Steeplechase de Paris attire les foules. Le tout Paris se presse sur la butte Mortemart. Des dizaines de milliers de personnes se donnent rendez-vous pour y fêter l'obstacle au printemps. Des pelouses bondées au cœur de l'hippodrome où les spectateurs réagissent au moindre soubresaut des acteurs de la course. La première victoire dans le Grand National de France est britannique avec le succès de Miss Hungerford. L'événement devient vite populaire. Les grandes personnalités de la société s'y déplacent jusqu'au président de la République. Ici, Raymond Poincaré accompagnant un passionné de la discipline, Sa Majesté le Roi d'Angleterre. Tout Paris est présent à Auteuil pour le Grand Steeple, doté de 3 millions de prix. Les élégantes, Elizabeth Taylor et son mari, le président de la République et Madame Vincent Auriol. Si une centaine de chevaux possèdent leur nom gravé au palmarès du Grand Steeplechase de Paris, rares sont ceux à nous avoir laissé une empreinte indélébile. C'est le cas d'Al Capone II. Alors bien sûr, si la gloire de celui que l'on appelle familièrement Pompon est liée au prix La Haye-Jousselin, son histoire n'aurait pas le même retentissement sans sa victoire dans le Grand Steeplechase de Paris. C'était en 1997. Jean-Yves Borin et l'incroyable Al Capone II. Enfin un premier grand steeple pour celui qui remportera 7 fois son équivalent automnal, le prix La Haye-Jousselin. Du haut de son petit mètre 60, Al Capone a marqué les esprits, notamment par sa manière si prudente de sauter les gros obstacles d'Auteuil. Un style diamétralement opposé à celui d'un autre crack entraîné par Bernard Secli, le roi Catco. Aux abords du poteau, c'est Catco. L'Alezan déménageur de la Casaque-Montesson incarne la perfection du cheval de grand steeple. Puissance et aisance sur les obstacles lui permettront de remporter 3 fois l'épreuve reine, imitant ainsi la légendaire Hier 3, 30 ans plus tôt. 3, c'est aussi le score de Mid-Dancer dans les années 2000. Son premier sacre à l'occasion de son 17e succès en France sans défaite. Un exploit vibrant. Il lance maintenant Mid-Dancer qui va demeurer invaincu en France et qui va s'imposer. Première victoire dans le Grand Steeplechase de Paris. Le Grand Steeplechase de Paris est l'épreuve la mieux préparée par les entraîneurs. Pour autant, il arrive que des imprévus surviennent, qu'ils soient sur la piste ou en dehors. Demandez donc à Marcel Roland qui, en 1999, s'est retrouvé bloqué dans cet ascenseur alors que son cheval Mandarino lui offrait son premier Grand Steeplechase de Paris. Travailler pour ce moment depuis plus de 20 ans, enfin y arriver et ne pouvoir le vivre en direct, l'une des histoires les plus incroyables du Grand Steeple. Alors que Mandarino couvre de gloire Marcel Roland, c'est grâce au coup de téléphone de l'un de ses confrères que, bloqué dans ce fameux ascenseur, l'entraîneur apprend qu'il vient de réussir le plus bel exploit de sa carrière. Autre péripétie, celle de Mandarin, 30 ans plus tôt, quand ce Britannique s'impose après avoir cassé son mort au 3e obstacle. Son jockey, Fred Winter, se lance alors dans un numéro d'équilibriste sans précédent.
Équilibriste comme Serge Bérard, que Sirguin avait pourtant cru désarçonné au saut du Heidi Chain Fence avant qu'il ne se rétablisse miraculeusement. Le Grand Steeplechase de Paris, c'est aussi de formidables histoires d'hommes avec un grand H. Qu'ils soient précurseurs, recordman ou véritables légendes de cette épreuve mythique, ils ont à jamais marqué l'histoire de cette course. A commencer par Alec Carter, jockey du début du XXe siècle, qui fut double lauréat du Grand Steeplechase de Paris. Avec 139 succès en une seule saison, record jamais égalé, Alec Carter est le jockey star du début du siècle. Mais c'est aussi son terrible destin qui reste en mémoire. Seulement quelques mois après sa victoire dans le Grand Steeple 1914, lui et son partenaire Lord Loris meurent sous les canons des champs de bataille de la Grande Guerre. Chez les entraîneurs, André Adel, le génie aux 5 grands steeples, restera comme un exemple. Parmi ses disciples, André Fabre, qui remportera un grand steeple en tant que jockey et 4 en tant qu'entraîneur, à l'image du mansonien Jean-Paul Gallorini. D'autres, comme Bernard Secli ou Guillaume Macaire, s'inspireront également du génie d'Adel. Ils sont encore, aujourd'hui, co-détenteurs du record de victoire dans le Grand Steeple, avec 6 succès chacun. Chez les propriétaires, la marquise de Moratala et sa célèbre casaque rouge aura laissé une empreinte indélébile avec ses 5 succès, tout comme les couleurs bleues et rouges de l'américaine Magellan Bryant, lauréate de 3 éditions consécutives. Enfin, impossible de ne pas citer Daniel Wildenstein. Après avoir remporté Prix d'Amérique et Prix de l'Arc de Triomphe, sa célèbre casaque bleue enlève le Grand Steeple grâce à Cocktijet. 145 ans d'exploits, d'adrénaline, de joie et de fureur. Le Grand Steeplechase de Paris est un vertige dans lequel les héros d'Auteuil continueront à plonger avec délice chaque année au mois de mai. Voilà, que d'histoire, que d'histoire. Ça n'a pas dû être facile pour Charlie de faire des choix. Hein. Non, ça a été un plaisir de rechercher jusqu'à la création en 1874, mais c'est vrai que chaque année, finalement, il se passe quelque chose, ou presque, et il a fallu sélectionner, mais c'était un vrai plaisir de se plonger là-dedans. Il y a une édition pour vous, Louisa, qui ressort en dehors de Docteur de Ballon? Oui, en fait, pour moi, avant de venir en France, l'histoire que j'ai connue, qui m'a vraiment intéressée, c'est l'histoire de Mondara, qui gagne avec le Mour Cassé, Fred Winter et Fuquowen en 1962, je pense. C'était la dernière victoire britannique, donc c'était vraiment une histoire exceptionnelle. Pour nous, les Anglais, on était très fiers de ça. Et d'ailleurs, vous nous avez apporté une petite surprise sur ce sujet. Oui, tout à fait. J'ai trouvé une photo de Fuquowen, l'entraîneur de Mondara, qui s'est retrouvé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec 4 gagnants du Grand National qui étaient tous au combat, peut-être ici en France même. Et ce sont ces 4 hommes que nous voyons. Après avoir gagné le Grand National, tous les 4. Donc oui, c'était lui l'entraîneur de Mondara, celui d'à gauche. Vous êtes une passionnée d'histoire, en fait, alors? Je trouve que c'est très intéressant et ça ramène quelque chose quand tu vas aux courses, connaître l'histoire. C'est comme le Grand National, le Gold Cup, tout ce qui s'est passé avant, ça donne quelque chose au moment actuel. Est-ce que vous aimez rire? Oui. Bon, tout va bien alors, parce que nous avons dans notre équipe quelqu'un qui aborde les courses à sa manière, de manière totalement décalée. Alors je ne vais pas vous en dire plus, il s'appelle Tristan, ceux qui regardent régulièrement LGH le connaissent maintenant. Eh bien regardez, Tristan nous parle du Grand Steeplechase de Paris et il a flashé, vous allez le voir, je vous l'ai dit tout à l'heure pendant le sommaire, sur un des obstacles du parcours. Salut mes petits poneys! Direction Auteuil pour le Grand Steeplechase. Cette course a été créée le 25 mai 1874 pour être le pendant français du Grand National de Liverpool. Forcément, l'original est mieux que la copie. Moi, j'en suis fou! C'est donc devenu le Grand Steeplechase, une des courses les plus célèbres avec le Grand National et le Ayana Kayama. Une course de 6000 mètres de long, 7 minutes d'effort et 23 obstacles. La majorité ressemble à des grattoirs à chaussures. Mais il y a un obstacle incroyable, c'est la rivière des tribunes. On y va en caméra embarquée. J'ai le mal de mer à cheval. Donc là, on arrive à la rivière des tribunes. Je vais vous donner des petits conseils de professionnels pour la passer au mieux. Comme vous pouvez le voir, le mieux, c'est d'avoir un cheval. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tailler la haie ou l'escalader. Si jamais, vous pouvez la tenter à l'envers. Une fois sur la haie, vous pouvez plonger ou vous aider d'un canoë, sachant que c'est plus un pédiluve qu'une rivière. Une fois dans l'eau, ne reprenez pas la course, les autres sont déjà loin. Détendez-vous et prenez un bain de soleil, mais que s'ils sont déjà au 2e tour. Ensuite, ressourcez-vous et regardez l'arrivée sur Equidia. Allez, allez, allez! En même temps, en termes de suspense de fin, c'est comme le Titanic. On sait comment ça va se terminer? Ouais, c'est quasiment tout le temps Guillaume Macaire qui gagne. Victoire de Guillaume Macaire! Victoire de Guillaume Macaire! Victoire de Guillaume Macaire. Bon bah c'est encore une victoire de Guillaume Macaire.
Même si en 2019, c'est Isabelle Paco qui a gagné et en 2020, c'est Louisa Carberry. Elles ont ensuite lancé le hashtag #MeTooJeWin le grand steeplechase. Cette année, moi, je sens bien Docteur de Ballon gagner, car les docteurs ont toujours raison. Non, je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. On le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet. Moi non plus, je suis pas inquiet et j'attends le 23 mai détendu. Et alors, est-ce que vous aussi, vous attendez le 23 mai détendu comme Tristan, Louisa? Détendu, je ne suis pas sûre, mais avec impatience. Bon, il vous a fait rire? Tout à fait, ouais. Bon, et comme quoi, c'est pas tout le temps Guillaume Macaire, hein? Très souvent, mais pas tout le temps. Voilà, maintenant ça a changé. Et il y a quelques chevaux qui pourraient s'inspirer de ce que dit Tristan pour franchir la rivière. On en connaît qui ont du mal à la sauter. Maintenant, la rivière des Tribunes, voilà quelques options proposées par Tristan qui peuvent être intéressantes. On va parler d'un obstacle d'ailleurs qui est incontournable quand on parle du Grand Steeplechase de Paris, c'est le juge de paix, c'est le Ready Chain Fence. Charlie, vous avez quelques données à fournir à nos téléspectateurs parce que c'est un obstacle très impressionnant. Oui, tout à fait. D'abord, les données purement techniques. C'est un saut d'un obstacle qui fait 4,10 m de largeur, 1,60 m de haut. C'est un bond de quasiment 6 mètres pour les chevaux, mais c'est surtout, je pense, le double fait que d'abord, il arrive au bout de 5 km, le Ready Chain Fence, donc c'est vrai que les chevaux commencent à être bien fatigués. Et puis, voilà, c'est un obstacle qu'il ne faut pas tutoyer par sa structure. Si vous le touchez, il vous fait quasiment à coup sûr tomber. Donc, je dirais que ces deux paramètres-là, ensemble, font que c'est le plus gros obstacle d'Auteuil. D'ailleurs, on ne le franchit que 12 fois seulement dans l'année. C'est l'obstacle qu'il faut redouter en priorité, vous pensez, Louisa, quand on participe à un Grand Steeplechase? Oui, c'est vrai que déjà c'est grand, mais comme Charlie a expliqué, on ne peut pas trop toucher non plus. Il y a d'autres obstacles qu'on peut traverser un petit peu, donc il faut vraiment respecter. Donc oui, c'est très important que ça se passe bien, et c'est là où on peut aussi gagner des rangs ou perdre des rangs. Et puis ça arrive vraiment à un moment clé, comme le disait Charlie. Les chevaux se fatiguent, la course commence à vraiment avancer, donc c'est exactement le moment où il faut vraiment bien sauter pour... Vous êtes bien placé en plus pour en parler, puisqu'on rappelle que Docteur de Ballon était tombé là il y a 2 ans. Oui. Et justement, Docteur, sur cet obstacle, bon là c'était un coup du sort, mais sur cet obstacle, vous le trouvez à chaque fois comme il faut? Maintenant, oui, c'est vrai que une fois, ça s'est très mal passé, mais depuis, il a très bien sauté. Voilà, mais il faut quand même respecter à chaque fois et il faut vraiment sauter comme si c'était la première fois à chaque fois. Il ne faut pas oublier. Il ne faut jamais se relâcher. Non. Alors, on va maintenant voyager parce que vous savez qu'à travers le monde, il y a des pays qui veulent avoir un grand steeple et il y en a qui ont de très belles courses à nous proposer. Alors, on va faire un petit tour du monde et on va aller déjà au Japon. Au Japon, où il y a quelques années de cela, les Japonais avaient créé la Nakayama Grand Jump avec départ dans les salles de départ. Oui, dans les salles de départ, c'est assez incroyable de voir ça en obstacle pour nous. C'est une course assez récente, vous le disiez, en 1999 pour la création. Et une course de spécialistes parce que ça va très vite, tout le temps, ça ne ressemble absolument pas à ce que l'on connaît. Je peux vous en parler, j'ai eu la chance de la gagner plusieurs fois en jeu vidéo, Laurent. Donc je sais un petit peu comment il faut monter cette course. Il ne faut pas dormir, c'est sûr. Et c'est un vrai spectacle pour les Japonais. Vous savez, les Japonais sont très passionnés. Et on peut penser que l'obstacle, même si ce n'est pas la discipline reine, cette course en fait vibrer beaucoup. Bon, il y a des Français qui ont essayé, mais pour l'instant, pas de victoire française. Non, pas encore de victoire. C'est vrai que c'est quand même très différent de ce que l'on connaît. Louisa, c'est quelque chose qui pourrait vous tenter, ce genre d'aventure? Oui, absolument. On a déjà parlé de ça, moi et Philippe. On aimerait bien essayer, mais par contre, il faut être assez sûr de son coup parce que c'est trop loin. Mais je pense que si jamais on avait le cheval pour, on aimerait bien essayer. Il faut un cheval avec vraiment des aptitudes très particulières. Il faut peut-être y aller une fois à pied pour voir d'abord, mais oui, il faut peut-être un cheval qui va aller sur le terrain et les obstacles différents, j'imagine aussi. Alors, on va changer de secteur sur la planète, tout simplement. On va aller dans les pays de l'Est maintenant avec un autre steeple toujours redouté, beaucoup plus ancien, c'est Partubis. Oui, Pardubice, la prononciation à la tchèque, Laurent. C'est mieux. Longue distance, quasiment 7 km aussi pour un spectacle très impressionnant. C'est vraiment quelque chose, là encore, d'atypique, de très différent de ce que l'on peut connaître, avec l'obstacle le plus populaire, le fameux taxi, qui est un obstacle qui n'est franchi qu'une seule fois dans l'année, que pour cette course-là. Beaucoup de partants à chaque fois. Et bien voilà, il y a des obstacles qui sont très différents. Les Tchèques n'hésitent pas à avoir une diversité, je dirais, d'obstacles. Et d'ailleurs, les Français ont essayé de bien s'adapter. Urgent Gregen, notamment, pour Emmanuel Cléu, avait terminé 2e de cette course-là. Vous le voyez, c'est encore tout à fait différent, mais c'est vraiment atypique. Ouais, c'est très exigeant, Louisa. Oui, je suis allée une fois avec des amis pour regarder. C'était un drôle de spectacle, beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, mais le taxi, c'est impressionnant. Et
Ça aussi, j'aimerais bien aussi aller avec un portant à une année. Mais les Tchèques aussi sont très forts, très hommes de cheval aussi. Donc, je respecte beaucoup les entraîneurs, les jockeys là-bas. Vous avez le sentiment que le parcours est plus dur que celui du Grand Steeplechase de Paris? Je pense que c'est un peu plus comme un cross, mélange de cross et steeple. Donc, c'est vraiment pas quelque chose facile, ça c'est sûr. Et comme j'ai dit, je respecte beaucoup les jockeys là-bas. J'ai vu Joseph Anna gagner, qui est un peu un idole pour moi. Donc, oui, c'est quelque chose. Alors, il y a une autre course qui est quelque chose, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est la Gold Cup de Cheltenham. Alors, vous êtes né pas très loin de Cheltenham, donc forcément, cette course, elle fait partie des courses que vous avez suivies en étant très jeune. Oui, tout à fait. On n'est pas loin de Cheltenham. Je suis allée plusieurs fois avec mes parents. Souvent, j'appelais l'école pour dire que j'étais malade pour y aller. Donc, c'est un énorme spectacle. Charlie, le Cheltenham, la Gold Cup. La Gold Cup, elle vient en plus s'inscrire dans un festival qui, déjà par l'ambiance, est impressionnant. La course est magnifiée, je dirais, par ceux qui l'ont gagnée, par l'histoire. J'en reviens à ce que disait Louisa, l'histoire donne aussi du cœur à la course. Et elle est fantastique, cette course, la Gold Cup. Voilà, c'est un mythe. Un petit mot sur les steeples. On voit cette Gold Cup par rapport aux steeples français. On a le sentiment que finalement, les obstacles sont assez homogènes en Angleterre. Oui, il y a une rivière, mais beaucoup plus petite que celle d'Auteuil. En gros, les obstacles sont tous pareils, à part quelques-uns qui ont un ditch devant, mais en gros, c'est homogène, mais c'est peut-être plus dur. Ils sont un peu plus faits comme le rail ditch, en fait, sont plus petits. C'est le même effet, on ne peut pas trop pousser l'obstacle. Donc, ils sont plus durs, peut-être un peu plus grands des fois, mais homogènes aussi en même temps. Ouais. Est-ce que ça peut être une des explications sur le fait que les Anglais ont du mal à venir courir le Grand Steeplechase de Paris et surtout à le gagner? Oui, je pense que c'est très dur pour un cheval anglais de venir pour la première fois en France courir directement le Grand Steeple. Il faut quand même qu'ils voient les obstacles avant. C'est très, très difficile. Ce n'est pas la même question. Ils sont capables de faire, mais ce n'est pas la même question. D'ailleurs, ils ne viennent jamais pour les préparatoires. Hein. C'est très rare qu'on les voit jamais courir les préparatoires. Ils viennent directement dans le Grand Steeple. C'est une question de timing. Aussi. Ouais. Et Charlie, vous avez quelques données d'ailleurs sur les résultats des Anglais sur les dernières années. Oui, Anglais et Irlandais, on regroupe tout le monde parce que Willie Mullins, Irlandais, vient très souvent. Depuis le début des années 2000, en tout cas depuis 10 ans, c'est sûr. Le meilleur classement, c'est une 5e place en 2019 avec Bureau Saint, qui, et je pense ce n'est pas un hasard, a été dressé par Guillaume Macaire et a couru en haie et en steeple en France. Donc on peut penser que peut-être avec un cheval né élevé en France et dressé en France surtout, ce sera plus simple s'ils veulent la gagner un jour. De 1962, on le rappelle, la dernière victoire anglaise. Ouais, ça remonte. Oui. Autre épreuve mythique, bien sûr, Grand National de Liverpool. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le Grand Steeplechase de Paris a été créé, en fait. Oui, c'est ça. 1839, donc à peu près 40 ans avant la création du Grand National de France, du Grand Steeple aujourd'hui, a été créé le Grand National de Liverpool. Et en France, eh bien, on voulait quelque chose pour répondre à cela et même pour correspondre, je dirais, pour que les vainqueurs de Grand Steeple et de Grand National puissent courir les deux courses et pourquoi pas les remporter. C'est d'ailleurs arrivé à 2 reprises. Et là, c'est encore autre chose. C'est vrai que c'est très différent dans la construction, mais c'est tout aussi populaire, voire même encore plus que toutes les courses qu'on a citées déjà. Votre regard, Louisa, sur ce Grand National? Oui, le Grand National, après, c'est un peu pas la même question. C'est handicap, 40 partants, c'est un peu plus la loterie. Moi, maintenant que les obstacles sont moins gros, mais c'est quand même une course mythique qu'on a tous envie de gagner aussi, quoi que ce soit en français, irlandais, anglais, c'est énorme. La famille de mon mari, ils ont eu la chance de gagner aussi en tant que jockey et entraîneur. Donc, ils vont jamais oublier cette journée-là de leur vie. Et il y a une femme qui n'oubliera jamais cette journée, c'est Rachel Blackmore qui l'a gagnée cette année. On a vu les images il y a quelques instants. C'est incroyable ce qu'elle a réalisé. Vous avez réalisé quelque chose de magnifique dans le Grand Steeple en France. Et puis elle, ce qu'elle a fait là, c'est absolument fou. Absolument. Là, elle est au top de sa forme. Mais elle est très, très bonne à cheval. Et surtout, c'est quelqu'un qui est très humble après aussi. Elle était très contente de ce qui s'est passé, heureuse et contente de son cheval. Et l'entourage, c'est quelqu'un extraordinaire. Elle le mérite. Vous la connaissez? Malheureusement pas, mais j'espère la rencontrer au jour du Grand Steeple. Vous n'avez pas eu l'occasion pour l'instant de la croiser. Charlie, lui, il la connaît bien parce qu'il a plein de choses à nous dire sur elle. Oui, effectivement, j'ai eu la chance de la voir notamment au festival de Cheltenham ces dernières années, où elle vient de remporter 6 victoires au dernier festival. Donc c'était elle qui a fini première au nombre de victoires sur la semaine. Jamais une femme n'avait obtenu ce titre. Et derrière, elle a enlevé le Grand National de Liverpool. 5 groupes 1 remportés au festival, 2e de la Gold Cup, Grand National de Liverpool. Et elle est même 2e au classement des jockeys en Irlande, à 8 victoires du jockey de tête. Donc elle peut espérer la cravache d'or irlandaise. Là encore, ce serait une première. Et puis, comme le disait Louisa, elle est humble et elle est très simple et elle ne se prend pas la tête. Elle était cavalière de base, elle a voulu se faire plaisir et monter plus.
Et elle a bien fait parce qu'on voit ce qu'elle fait maintenant et on est content de la voir venir monter le Grand Steeplechase. Et oui, elle sera associée à Ajax dans ce Grand Steeple. Et puis il y a Nathalie de Souter en France, qui est une femme, là aussi, qui a une carrière exemplaire. Pour moi, Nathalie, c'est un peu l'exemple pour tout le monde. C'est une femme formidable. Pareil que Rachel, elle est très humble. Elle monte très, très bien, mais c'est aussi quelqu'un très, très sympathique. J'ai beaucoup de respect pour elle. Elle a gagné, je pense, 5 ou 600 courses. Donc ça reste quand même la femme qui a gagné le plus de courses de tous. Donc ouais, elle mérite un certain respect. On voit une autre femme ici, c'est Isabelle Pacot, entraîneur comme vous, Louisa. C'est la première à avoir gagné le Grand Steeplechase de Paris, un an avant vous. Que pensez-vous d'Isabelle Pacot? Que pensez-vous de toutes ces femmes qui réussissent, qui font le spectacle et qui battent les hommes régulièrement? Je pense que c'est très sympa pour moi. Je pense que vraiment, on est tous pareils. Il n'y a pas vraiment de différence pour moi, mais c'est quand même important aussi pour les jeunes filles pour l'avenir. Mais Madame Pacot, c'est quelqu'un de très sympathique aussi. Elle a toujours été très sympa vers moi et on a pu emmener Docteur de Ballon l'année dernière avant le Grand Steeplechase de Paris pour faire une dernière préparation sur les obstacles de Maison Lafitte. Elle nous a accueillis chez elle dans son écurie. Je suis allée regarder Kariakou, qui est un super cheval, et c'est quelqu'un formidable aussi. Et je voudrais ajouter une femme aussi, qui n'était pas prévue, mais c'est vrai, je voudrais dire un mot sur elle, c'est Madame Gachluc, la propriétaire de Docteur de Ballon, parce que voilà, femme entraîneur, femme jockey, et Madame Gachluc, c'est une femme propriétaire, une femme éleveuse avec son mari, c'est vrai, mais elle a une personnalité incroyable. Oui, elle a beaucoup de personnalité, elle nous a suivis presque dès le début, elle n'a jamais lâché le truc. Elle est restée très fidèle à notre écurie, donc pour ça, je la remercie de tout mon cœur. Elle et son mari, donc c'est très très sympa pour moi que j'ai pu leur donner une des meilleures journées de leur vie, je pense. Vous restez avec nous, bien sûr. LGH continue dans quelques instants. À tout de suite. Le Haras de Cercy vous présente La Grandeur. De retour dans LGH avec Louisa Carberry, notre invitée, et puis bien sûr Charlie Millepied, notre spécialiste de l'obstacle. Nous continuons l'émission ensemble et nous allons parler maintenant d'un homme que vous connaissez bien puisque vous l'avez battu en 2020. Vous savez de qui il s'agit? Non. François Nicole. Voilà. Bon, on le sait, un perfectionniste, passionné. Grande gueule aussi, un fort en gueule, vous allez le voir. On va le retrouver chez lui. François Prado est allé à Saint-Augustin, près de Royan, pour voir comment il travaillait, comment il préparait le Grand Steeplechase de Paris. On va tout savoir, regardez. Ça, c'est mon deuxième bureau, ça. La piste, je la connais parfaitement bien. Je sais quel endroit il faut remettre du sable, quel endroit il faut appuyer un peu plus sur la herse, un peu moins sur la herse. Il y a deux choses qui sont très importantes pour moi ici, c'est ma piste, mes chevaux, mais l'un va pas sans l'autre. Là, derrière, les uns derrière les autres, on vous a dit. Faites marcher, adore debout votre bique. Marchez les uns derrière les autres, là, on vous l'a dit. On vous le répéter combien de fois? Ça filme, j'espère. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un tour, corde à droite, standard, canter. Gardez vos distances, suivez. Tu vas aller tout seul, tranquille. Oui, c'est un peu raidi, lui, la Kiki. Hein. On est, je crois qu'on est 45 à cheval, on est une cinquantaine. Il y a 170 chevaux. C'est une grosse écurie, c'est bien structuré, c'est bien calé. Chacun sait ce qu'il a à faire. Autant il y a eu une période où ça a été un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, c'est réglé comme du papier musique, quoi. Je veux dire, le cheval, en général, est l'école de l'humilité. Il ne faut pas croire que c'est arrivé du jour au lendemain. Je suis toujours en train de chercher, d'essayer de comprendre pourquoi ceci, cela. Je me couche pas le soir en disant je suis le meilleur, je suis champion du monde, je suis cheval d'or et tout, non. Et les animaux à la niche. Ce qui fait la force de l'entraîneur, c'est dès qu'il voit un grain de sable, c'est se dire faut se remettre en question, il y a un problème. Tu veux arriver avec ton cheval à 200% pour gagner la course mythique. Quand j'étais jeune et beau, j'ai essayé de sublimer un cheval pour courir le Grand Steeple de Paris. C'est-à-dire que j'ai changé mon travail. Je ne devrais pas le dire, hein. Je laisse ça aux jeunes parce qu'il faut qu'ils fassent leurs expériences. Mais j'ai changé mon boulot et j'ai fait une erreur.
J'ai dit, bon, c'est long, ça va être ci, ça va être là, donc il faut augmenter la dose de travail, il faut faire ci, il faut faire ça. On parle de quel cheval? On parle d'un cheval qui s'appelle Farlot des Mottes. On parle de Farlot des Mottes. Et j'ai fait une erreur. Mais bon, dans ce métier-là, tu fais des erreurs, c'est en faisant des erreurs que tu apprends. Mais bon, quand tu vas préparer un cheval pour le grand steeple, il faut éviter d'en faire. Parce que là, ça coûte cher. Là, ils ont fait 1400 mètres de galop de chasse. Ok, ouais. 1400 mètres de cantel. Pas de trotting? Non, je trotte très peu, juste 2 tours au trot pour voir pour être sûr que ça boite pas. Voilà. Ils ont fait un tour sur le steeple. Ils repartent pour un tour sur le steeple et ils remontent la ligne droite. Alors bon, quand tu fais ça une fois ou 2 fois par semaine, au bout d'un moment, tu vois, c'est là que tu leur donnes de la tenue. Nanar, très bien. Moins bien ou quoi? Ouais, je l'ai trouvé bizarre. Ça va, Tutio? Circulez! Ceux qui ont sauté dehors! Tutio, tu vas au manège, cocotte. À la base, c'est des chevaux qui ont de la tenue, qui sautent bien, qui sont courageux. Et c'est ce qui fait des chevaux de marathon. Maintenant, un cheval qui a 3000 mètres dans le ventre, il ne fera jamais 7000. Hein. Ouais, c'est bien. Doucement! Raccourci terrain, reste là! Là, le tempo est bien. Voilà. En plus, ça les apprend à se raccourcir, à respirer. Si je suis un peu bougon et bon, comme ça, je prends en général un sax, une petite remise aux ordres, quoi, un petit coup de chiffonnée et puis un petit de remise en avant. Et par contre, ça transpire chez les gars. Ouais. Les gars, ils savent que suivant comment je m'adresse à eux, suivant si je plaisante dans les lots, suivant si je plaisante pas, si je suis... ils le sentent. Ils m'ont dit, de toute façon, quand on arrive près des groupes, vous êtes invivables. J'essaye que ça se voit pas trop. Je le garde pour moi, parce que je veux pas transmettre ce truc-là à mes jockeys. La pression aidant, l'individu change un peu, mais... mais globalement, c'est quelqu'un d'assez facile à vivre, donc ça va. Quand on a des chevaux qui s'alignent devant le Grand Steeple de Paris, bah, c'est quand même l'objectif de l'année. Obsession, non. On va le gagner, c'est sûr. Maintenant, on n'a pas choisi l'année. On va le gagner quand, mais on ne sait pas. On a été très malheureux avec Bipolaire. Mon grand regret, c'est qu'il ne l'ait pas couru l'année dernière. Au mois de mai. Mais c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Il y a eu le Covid, personne n'avait calculé le Covid, mais enfin bon, voilà. C'est comme ça. Maintenant, bon, comme tu as dit, je suis un jeune entraîneur, j'ai encore le temps. Hein. Ambitieux, j'ai dit. Jeune ambitieux. Jeune et ambitieux. On n'a pas tout vu encore. Il y a de la marge encore. Merci à tout le monde. Clap de fin. Et qui dit clap de fin. Allez, c'est bon, les gars. Voilà, forte personnalité, hein, François Nicole, attachant également. Très bon entraîneur, rien à dire, oui. Il a fait plein de choses extraordinaires, oui. Vous êtes comme ça, vous aussi, Louisa, sur les pistes, vous soutenez comme ça votre équipe? Je pense qu'on est tous... c'est un boulot très stressant. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver avec les chevaux, avec les gars. C'est dangereux aussi, donc de nature, c'est stressant. Mais j'essaie de rester calme aussi. Je pense que c'est important aussi qu'il y ait une ambiance assez calme pour les chevaux, pour les gars. Mais oui, évidemment, il faut quand même que tout soit bien fait. Il donne de l'énergie, hein, François Nicole, Charlie. Oui, complètement, hein, et pas qu'aux chevaux ni à ses jockeys. Quand on y va, nous, le matin, pour apprécier le spectacle, on est dedans, quoi. On est pris dedans. C'est vrai qu'il est assez impressionnant pour ça. Il répand toute son énergie aux personnes qui sont autour, et je pense que c'est ce qu'il faut, parce que, comme le disait Louisa, il y a des bons moments et des mauvais. Quand vous avez autant de personnel, autant de chevaux à s'occuper, il y a forcément des grains de sel presque toutes les semaines, et il faut arriver à chaque fois à repartir le lendemain matin pour remotiver tout le monde. 170 chevaux. Combien de chevaux avez-vous, Louisa? J'ai un petit trentaine. Pas tout à fait le même effectif. Vous êtes à Senones? Oui, dans l'Ouest. Donc, on est une trentaine d'entraîneurs à Senones. Ça fait 7 ans que je suis installée. Donc, c'est super. On a beaucoup d'hippodromes dans l'Ouest. Donc, pour nous, c'était assez logique. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre outil de travail par rapport à ce qu'on vient de voir là, qui est assez impressionnant de Oui, François je pense Nicole. que M. Nicole, il a son propre piste
Nous, c'est plutôt un centre. Donc, on a 6 pistes qu'on partage avec des entraîneurs de plat, d'obstacles. On a des pistes profondes, moins profondes, d'obstacles, de steep day. Donc, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas d'excuses. Là, on voit docteur de ballon, d'ailleurs. Oui, mon docteur, c'est mon plus grand fierté, ce cheval. Et chaque jour que je sorte, que je vois sa tête, je suis juste heureuse qu'il soit arrivé chez moi, c'est tout. En tout cas, on voit votre outil de travail qui est très plaisant également. Hein. Oui, tout à fait. On a acheté une ferme où il y a 50 box, 20 hectares. C'est calme, il y a des paddocks, tous les chevaux vont dehors tous les jours. Donc pour nous, ça nous convient très bien. Je pense que le docteur, il est content, il est heureux. J'espère qu'on va trouver un autre, mais ça va être difficile. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'être dans l'Ouest, en France, et avoir notre ferme. J'ai remarqué une chose, sur les réseaux sociaux, après chaque victoire de docteur de ballon, vous postez une petite vidéo où on le voit se rouler dans son je sais pas quoi, dans son rond, paddock, quoi. Dans son paddock, voilà, cherchez le mot. Oui, ils font tous les matins après le travail, on les lâche tout seul dehors pendant une bonne heure et demie. Et le docteur, il est plus content, il est plus heureux après une course ou après un gros boulot. Et il se met debout, il cup, il galope partout. Et il adore ça et ça les défraîchit aussi. Ils sont contents et heureux. Et ça leur permet d'être chevaux aussi. Alors, je vous propose maintenant une analyse scientifique. En effet, Alexis Lévy est allé à la clinique équine de Meslay-du-Maine en Mayenne et il a, avec des spécialistes, analysé justement les efforts effectués par les chevaux pour franchir les obstacles. C'est très intéressant, vous allez voir, je pense que vous allez peut-être apprendre des choses, même si vous connaissez beaucoup de choses déjà. Regardez. Pour atteindre le sommet de l'obstacle, il faut être capable d'optimiser la formidable machine qu'est un cheval de grand steeple. Quelles sont ses spécificités? Quelles zones, quels muscles, quelles articulations sont les plus sollicitées au fil de ce combat long de 6000 mètres? Nous avons demandé à 2 spécialistes reconnus d'explorer avec nous les mécanismes de la gloire. C'est à Meslay-du-Maine que nous avons rendez-vous avec Tamara de Beauregard, vétérinaire à la clinique qui jouxte les tribunes de l'hippodrome, et Natacha Jiménez, vétérinaire spécialisée dans l'ostéopathie. Pas de jockey de grand steeple pour cette démonstration, mais un jockey sacré dans la grande course. Jacques Ricou nous fait l'honneur et l'amitié de rechausser les étriers pour l'occasion. Il est accompagné de Yann Courmont pour monter 2 chevaux de l'écurie de Donatien de Beauregard. Tamara, c'est quoi ces patchs là que vous êtes en train d'installer sur l'encolure du cheval? À quoi ça va servir? Alors, ce ne sont pas des capteurs proprement parlé GPS, ce sont vraiment juste des points visuels qui vont nous permettre, après, avec une caméra particulière que vous avez amenée, de décortiquer le mouvement du cheval et la kinématique à l'obstacle, sur le cheval d'obstacle. Également équipés de capteurs de données biométriques, nos 2 partenaires vont franchir une haie verte et une butte à plusieurs reprises. Leurs sauts vont être analysés dans la foulée par nos 2 spécialistes. On attaque l'abord, donc l'appel entre guillemets. On a un intérieur qui est déjà parti et donc le dernier intérieur qui va prendre tout le poids du cheval à ce moment-là. On voit que les 3 autres membres sont en suspension, donc n'ont aucun contact avec le sol. Tout le poids du cheval est sur cet intérieur-là. Et il va descendre pour accumuler la force et engager une propulsion de tout le corps de l'animal. Une fois que les antérieurs se sont levés, les postérieurs vont venir frapper le sol, prendre le relais et propulser l'arrière du corps. On est en extension du gracet entre le fémur et le tibia. On a une extension presque maximum. On voit très bien là sur les ralentis les contractions, l'effet des gros groupes musculaires sur l'arrière-main. Il faut vraiment imaginer que ces groupes musculaires-là, ils sont insérés sur l'os, sur les os du bassin notamment, et c'est eux qui vont transmettre la force depuis les postérieurs et pour aller monter le corps. Et on voit vraiment là sur les ralentis le travail de ces groupes musculaires. C'est un cheval qui est assez neutre en fait. Il est dans la continuité de l'action. On ne dirait pas quand il saute ça saute pas aux yeux qu'il a mal au dos. Et pourtant, dans l'après-midi, des radios effectuées sur ce même cheval mettent en évidence un trauma dorsal sur lequel Natacha va intervenir. Ce qui se passe ici, vous avez vraiment les processus épineux du cheval. Vous voyez, normalement, on doit avoir un espace pour que ça puisse jouer quand il se fait une extension ou une flexion du dos. Et on voit ici, il n'y a plus d'espace. Donc ça se colle complètement. Donc ici, tu as vraiment un bel espace. Et tu vois là,
T'as une zone vraiment où ça va pas, quoi. Si à un moment donné on a un bug, mais exactement comme un bug informatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a une information qui est envoyée par une partie du corps qui n'est pas correcte ou qui n'est plus d'actualité mais qui est restée là, eh bien le corps il garde la tension d'un muscle alors qu'il n'en a plus besoin et on a une asymétrie qui s'installe. Et le but de la manipulation, quand on parle du travail au niveau musculaire, c'est d'aller lever ce bug de manière à ce que la régulation normale se fasse et qu'on ait le même tonus musculaire des deux côtés. Et il a une zone ici qui est assez en tension et qu'on va voir qui est assez douloureuse, qui correspond, là il n'aime pas trop quand on va y toucher, qui correspond à la zone sur laquelle on a vu tout à l'heure que ses apophyses se touchent. Voilà, donc là les tensions sur la mâchoire ont lâché et en mobilisant gentiment la nuque et la première cervicale, on a les tensions de tout le haut de l'encolure qui sont en train de lâcher et le cheval qui va nous l'exprimer par des bâillements et des manifestations de relâchement qui sont souvent très très visuelles. Voilà. Et on va les retester dans le dos. Et déjà, par rapport à tout à l'heure, on a une amélioration à 80%, on va dire, de la sensibilité qu'on avait dans le dos. Après l'envol et le franchissement, la réception. L'antérieur récepteur subit alors une force d'environ 8500 Newton, soit l'équivalent de 850 kg sur un seul membre. C'est absolument extraordinaire de voir l'angle qu'il existe entre votre canon et votre pâturon. Ça veut dire que tes deux tendons là, ils sont tendus, ils se sont allongés de 5 cm pour arriver à cet effet-là. Donc là, on n'est plus dans la propulsion, on est vraiment dans l'amortissement. Oui. D'accord ? Et on voit que finalement, en décortiquant nos images, il y a peut-être plus d'élasticité et d'étirement des tendons à la réception qu'à la propulsion tout à l'heure. Parlons un peu de la respiration du cheval, qui est la condition sine qua non à une performance. Tamara, comment ça s'illustre sur ces images ? On voit la jument qui vient de prendre son appel. Elle a pris une inspiration avant de prendre l'appel. Elle vient frapper au sol. Elle se détend. On voit qu'elle expire. On voit les naseaux relâchés. Et ensuite, elle est vraiment à l'apogée de son saut. Et à ce moment-là, ses naseaux s'ouvrent grands. Elle est en pleine inspiration et elle vient accumuler un grand bol d'air. Une grande quantité d'oxygène à ce moment précis, cette fraction de seconde où elle peut se relâcher. Donc là, c'est vraiment au niveau respiratoire le saut parfait. Et hop, elle arrive, petite expiration, elle a gardé l'oxygène qu'elle a emmagasiné au plané. Ok, donc là, on rentre dans le nez du cheval littéralement. Et vous voyez que ce sont des petits chemins sinueux. Et là, on arrive au niveau de ce qu'on appelle le larynx, avec les cartilages aryténoïdes ici, l'épiglotte ici, les cordes vocales. Donc vous voyez l'entrée ici, elle est minuscule. En réalité, elle est grande comme ça. Donc imaginez vos 500 kilos qui ont besoin d'oxygène et qui n'ont que ça pour faire passer l'air. Évidemment, s'il y a le moindre problème, c'est-à-dire un déplacement du voile du palais ou un aryténoïde qui ne fonctionne pas bien, ça va bloquer l'entrée de ce trou qui est minuscule. Pour un cheval de course, il faut que l'entrée d'air soit parfaite. Si on a le moindre problème, c'est zéro. Bien respirer pour que le corps négocie et encaisse du mieux possible appel, franchissement et réception des 23 obstacles du Grand Steeplechase de Paris, le test ultime des champions d'Auteuil. Ce qui est impressionnant, Louisa, c'est de voir à quel point le cheval de course et le cheval même, est un être à la fois puissant et fragile. Oui, tout à fait. Ils sont peut-être pas très bien faits. C'est des athlètes, mais malheureusement, c'est notre boulot en tant qu'entraîneur de les rendre au plus fort, qu'ils soient vraiment bien entraînés, qu'ils peuvent prendre une course comme il faut, qu'il n'y a pas de séquence et que chaque obstacle, ça se passe bien, qu'ils sont bien dressés. On voit bien que le moindre faute, ça peut tout casser. Donc, il faut vraiment que nous, en tant qu'entraîneur, qu'on fasse notre boulot proprement, que le cheval puisse faire de son mieux et bien s'exprimer. La science peut aider, mais l'observation est essentielle, on l'a compris. Le physique, parfois, on se dit, finalement, pour gagner une belle course comme le Grand Steeplechase de Paris, il faut un grand cheval costaud et fort. Pas forcément, Charlie. Non, pas forcément. Docteur de Ballon est un exemple, même si Docteur de Ballon, Louisa est quand même un cheval assez robuste. Et puis Princesse d'Anjou. Princesse d'Anjou, c'est quand même effectivement l'anonyme, on va dire, des chevaux qui n'ont pas forcément le physique pour gagner. Elle était plutôt petite, elle était... Al Capone, pareil. Al Capone, très différent également. Pourquoi on voulait vous parler de Princesse d'Anjou, que l'on voit gagner ici? Elle a gagné 2 grands steeples en 2006 et 2008, parce qu'elle était montée par
Phil Carberry. Et oui, votre mari, Louisa. Que par hasard, oui. Mais voilà, je l'ai rencontré le jour du Grand Steeple, la dernière année de Princesse d'Anjou, 2010. Ouais. Et vous savez d'ailleurs que, vous le savez Louisa, mais cette année-là, lorsqu'il a enlevé son premier Grand Steeplechase de Paris, il a failli ne jamais monter la course parce que son avion n'a pas pu arriver à l'heure. Voilà. Il est arrivé à 15h à Paris. La course était à 17h, je crois, et il a failli être remplacé. C'était très chaud, apparemment, oui. Voilà, tout à fait. Donc, comme tu dis, toutes les années, il y a une histoire exceptionnelle et c'était ça. Donc, quelle championne cette princesse et que ça soit bien fait, c'est excellent. Et ce qu'on voit, c'est que même si elle n'avait pas un physique transcendant, elle avait un cœur exceptionnel. Le cœur, le mental, c'est déterminant pour un cheval de course. Tout à fait. Comme docteur, comme tous les grands, ils ont envie d'y aller, envie de gagner, ils sont combatifs. Et je pense que Princesse aussi, c'était un vrai chat sur les obstacles. Elle n'était pas très grande, mais c'était un millimètre. Donc tout ça joue énormément. Alors, les chevaux ont du cœur, mais les jockeys aussi. Et on va maintenant aller à la rencontre d'un homme incroyable, une légende vivante. Je ne vais pas vous donner des chiffres, ça serait dingue, puis on va les avoir dans le sujet. C'est un homme qui a remporté 3 fois le Grand Steeplechase de Paris. Et Manuela Jolivet, donc, est allé à sa rencontre. Il nous parle des confidences liées à ses victoires. C'est Christophe Pieux. Impeccable. Ça tourne. On est ici à l'auberge du Jeu de Paume. C'est pas mal. Très bel hôtel. On va pouvoir parler du Grand Steeple. Comment tu préparais, toi, les Grands Steeples? On monte énormément de courses par jour. Donc, t'as pas plus une préparation que si tu montais un réclamé. Faut surtout pas essayer de changer quoi que ce soit. Tu as gagné ton premier Grand Steeple à 36 ans? Comment c'est possible? C'est-à-dire que, oui, j'ai 11 tentatives avant de l'avoir gagné, oui. Ton premier Grand Steeple, ça se passe pas non plus comme un truc normal. T'es le jockey attitré d'Hila. Oui. Puis il y a une jument à côté qui s'appelle Lynn Marine, que tu connais d'ailleurs, hein, Lynn Marine. À cette époque-là, Lynn Marine était chez Christo Aubert. Il m'a tout simplement dit, voilà, est-ce que tu veux monter Lynn Marine? Et quand il m'a dit ça, j'ai même pas réfléchi 2 secondes. J'avais jamais gagné le Grand Steeple de Paris. Et là, on me donne l'opportunité de le gagner, avec la première chance. Donc j'appelle Emmanuel Chevalier-Dufaux, je lui dis, voilà, Emmanuel... C'est l'entraîneur d'Hilard. Hein. d'Hilard. Je lui dis, je suis désolé, je vais pas monter Hilard. Évidemment, je lui mets un coup de massue sur la tête. C'est chaud. Ouais. Faut pas que je me trompe, hein. Faut que je gagne. Hein. Sinon, tout le monde m'attendait au tournant. Hein. C'est pas bien ce que j'ai fait, quoi, en gros. T'as regretté ça? Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout, même. Mais t'avais cette pression de pas te tromper, tout ce qui s'est passé avant? Ben, j'avais pas de pression, moi. J'avais aucune pression. La pression, je crois que c'est l'ennemi numéro 1 chez un jockey. Hein. Le mental, il joue énormément. C'est... Le mec qui n'a pas de mental, dans ce métier-là, il n'y aura pas. Hein. Il peut avoir un mental hyper dur. Hein. 2 ans après, tu as 38 ans, du coup. Tu gagnes un nouveau Grand Steeple. Cette fois, c'est avec Sleeping Jack. Avec Sleeping Jack, peut-être le Grand Steeple qui m'a le plus... je dirais entre guillemets plaisir. Je l'ai gagné pour mon ancien patron, Jacques Hortet, qui lui ne l'avait jamais gagné non plus. Christophe Pieux qui repart, Mar Royal à son extérieur, Sleeping Jack qui a l'avantage, Sleeping Jack qui s'impose dans ce Grand Steeplechase de Paris, 1500e victoire de Christophe Pieux. Tu dis son patron, mais c'est même plus que ton patron, Jacques. Ah ben c'est comme un second père pour moi, c'est un père spirituel. On est restés 17 ans ensemble. Et autant Lynn Marine, c'était la jument de la course, tu pouvais pas la perdre, autant celle-ci, c'est toi qui l'as gagnée. Je sais pas si c'est moi, mais bon. On peut tous dire, Christophe. Je crois que j'ai bien participé. Ah, c'était magnifique. Ah ouais, tout s'est calculé. Il y a ça à l'arrivée. C'est Mar Royal qui est seconde, qui est venu très très vite finir sur nous. La foulée d'après, on est battu. Hein. Sleeping Jack, c'est magnifique, c'est vraiment l'explosion de joie. Puis après, il y a les épisodes River Rose. Un des meilleurs que j'ai monté dans ma carrière, sûrement, parce que je le connaissais par cœur. Et il avait c'était son kiff, c'est dans les tournants de s'appuyer sur la lisse. Ce jour-là, dans le Grand Steeple, quand il s'est appuyé sur la lisse, ça a débloqué les 2 lisses, l'emboîtement. Les 2 lisses, l'emboîtement. Et elle s'est ouverte. Et c'était au niveau de mon pied qu'elle s'est ouverte. Et avec la vitesse, ça m'a coupé l'orteil, sectionné le tendon. Et en plus, le pire,
c'est que ça avait attrapé la sangle était au flanc. Tu le sens tout de suite, ça? Oui, je l'ai vu, parce que je voyais l'encolure s'allonger. C'est-à-dire que il y a un problème. la selle recule. J'ai dit, la selle recule. Pas bon. Il fallait que je sois en équilibre en passant le raditch, enfin, il y a encore toute la piste extérieure, tous les obstacles, il reste quasiment un tour. Hein. Et ton pied? Mon pied, j'ai mal, mais on s'en fout de ça. Tu penses qu'une chose, c'est que ça se passe bien, quoi. Là, il fallait pas que la selle elle tourne. Et on gagne. Puis après, je regarde, je dis merde, en fait, j'ai mon pied qui est cassé. Il y a du sang, elle est coupée. Il doit y avoir un truc. Puis ça piquait. Ça piquait. Commissaire, non, parce qu'il a le pied cassé. J'ai le pied cassé. Donc je vais à l'infirmerie. Il y a Davy Bonilla qui m'emmène une coupe de champagne. Bon, après, il m'emmène à l'hôpital. L'hôpital, ils m'ont dit, vous avez rien pris, hein? Ben, je dis non, à part une coupe. Une coupe de quoi? Il me dit une coupe de champagne. Et là, je vois l'anesthésiste, il fait ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, t'es obligé d'attendre encore 1h30, mais votre tendon, là, il est sectionné. Il est en train de se rétracter, il rentre. On va falloir qu'on aille le chercher maintenant. Si on peut aller le chercher. Ben, je dis, coupez-le, hein, et... De toute façon, il sert à rien, c'est un orteil. Il me dit, voilà. Il me dit, calmez-vous. Ça, cet orteil-là, c'est l'équilibre du corps. C'est tout ce qui fait votre équilibre du corps. Ah, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Bon, ben, j'ai dit, moi, non, je dis plus rien. Faites votre travail. Hein. L'année d'après, tu reviens avec Remember Rose. Là, t'es grand favori. Hein. Ouais. Là, je était au top, on avait tout ce qu'il fallait. Tu demandes à ton cheval de partir? Ben oui, le starter de Vatrigan, il regardait le cheval à Ronald Kaji qui partait pas. Il s'occupait plus de nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a plus trop tard. Remember, quand il est arrivé sur l'élastique, il est pas fou, il va prendre les élastiques. Il m'a pilé. Et moi, je passais par la fenêtre. Chute de Remember Rose au départ de ce Grâce à Voir Grand Steeplechase de Paris sur une hésitation. Et de Vatrigan, il n'a pas vu que j'étais tombé. Donc il descend sur l'escabeau, puis quand il m'a vu par terre, j'ai vu qu'il était étonné. Et là, j'ai regardé, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait sur le Vatrigan? Je crois qu'il n'y a même pas de mots, il n'y a rien à dire. De toute façon, c'est fait, tu pourras pas venir en arrière. Ce qu'il y a, c'est que j'ai monté des milliers de courses, et ça m'est arrivé qu'une fois, ça. Ouais. Dans le Grand Steeple. C'est ça aussi la légende. Enfin, je veux dire, t'es une légende vivante. Je sais pas, comme quoi il fallait que ça m'arrive un truc comme ça, sinon ça aurait pas été bien. Non mais tu te poses des questions, c'est un truc de fou. Ouais. Regarde, elle s'envolait. Elle doit tout par où? C'est impressionnant. On l'écouterait des heures, Christophe Pieux. Hein. Et puis Christophe Pieux, c'était aussi cette position à cheval, Louisa. Impressionnant. On ne peut pas copier un jockey comme ça. Il est très individuel, très fort physiquement, mentalement, mais son position à cheval, c'est... Je ne conseille pas aux jeunes de faire pareil parce que ça s'arrête presque impossible. C'est un phénomène. Un acrobate également, Charlie. Oui, un acrobate. On a l'impression que quand il décidait, je ne tomberai pas, et il ne tombait pas, quoi. Il s'accrochait. On a l'image de Chamberco, bien sûr, il y en a plein à l'encolure. Il se remettait en selle, il avait une tonicité dans tout le corps, même à la lutte. Il était impressionnant. Moi, j'étais impressionné par cette tonicité des bras à la lutte. Mais voilà, c'est lui qui décidait. S'il ne devait pas tomber, il ne tombait pas. Les jockeys d'obstacles, il faut les saluer. Qu'ils aient gagné ou non le Grand Steeplechase de Paris, qu'ils aient participé ou non à cette course-là, il faut les saluer, les jockeys d'obstacles, parce qu'ils ont un mental, ils ont un courage exceptionnel. On voulait mettre à l'honneur quelques jockeys d'obstacles qui ont remporté ce Grand Steeplechase de Paris. On aurait voulu tous les mettre à l'honneur, mais on n'a pas le temps. On voulait savoir aussi ce qu'ils devenaient. Eh bien, regardez, on a Dominique Vincent qui a gagné en 88 avec 4 tours, en 91 avec The Fellow, en 92 avec El Triunfo, qui vit maintenant à Draget, près de Draget. Il pêche, il chasse, il aime la nature, il est au cœur de la nature. Et on lui souhaite bien sûr de poursuivre. Il suit toujours les courses attentivement. Philippe Chevalier, qui nous a envoyé ce petit selfie également, qui lui a gagné en 95 avec UB3, en 99 avec Mandarino. Il est starter dans la Fédération du Sud-Est de la France. Il n'est jamais remonté à cheval depuis qu'il a arrêté sa carrière de jockey. Et puis Bruno Jolivet, gagnant avec Auteuil en 1987. C'est un fidèle téléspectateur d'Equidia. Il
suit bien sûr Manuela, hein, sa fille. Et puis, voilà, il est toujours aussi passionné par les courses. Et puis Philippe Sourzac, lauréat en 1996 avec Arnaïs. Première victoire d'ailleurs de Guillaume Macaire en tant qu'entraîneur dans cette course. Il tenait un gîte-restaurant pendant une quinzaine d'années. Et là, il vient de le vendre pour s'installer près de Royan pour se rapprocher de son ami Arnaud Chaillet. On voit que quand on aime les courses, quand on est jockey, on n'abandonne jamais les courses, Louisa. Non, on est tous passionnés, on est tous des geeks, on adore lire les histoires, rester aux côtés des chevaux. En fait, à la base, on est passionné par du cheval. Donc, une fois que c'est dans le sang, on ne peut pas trop quitter le milieu. Il y a quelqu'un qui a un message pour vous. Alors, on va écouter tout de suite ce message, Louisa. Coucou Louisa, je voulais t'envoyer un petit message concernant le Grand Steeple Chase de Paris. Je sais que c'est un petit rêve pour toi, maintenant il est réalisé. Cette année, ça serait trop bien si tu puisses répéter la même chose que l'année dernière. Maintenant, profite de ce cheval qui est exceptionnel et je te souhaite tout le meilleur pour le prochain Grand Steeple. En tout cas, on est là, on te soutient et merci pour ta petite photo de l'année dernière. On la garde en souvenir ici. Allez, on est avec toi, Louisa. Et Louisa, on est avec toi, on est avec vous. Vous êtes très proche du trophée, il est là le trophée, il est devant vous. C'est le trophée. Je peux partir avec. On anticipe un peu. Ça va être trop simple. Ça va être trop simple. Non, j'ai eu tellement la chance de le gagner une fois, mais c'est vrai qu'une fois que tu as eu une fois, ça nous donne envie de refaire une deuxième fois. Mais ça va pas être facile. On a l'impression que ça doit pouvoir se faire, Charlie. En tout cas, la préparation du Docteur de Ballon est beaucoup plus simple et habituelle que l'année dernière, hein, c'est vrai. Est-ce que pour autant il va gagner? C'est une autre question. La question, c'est poursuivra-t-il par une victoire de plus? Continuera-t-il d'écrire, bien sûr, l'histoire du Grand Steeple Chase de Paris? On vous le souhaite en tout cas. Louisa, merci d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Et merci, Charlie. Avec plaisir. Rendez-vous maintenant le 23 mai à Auteuil pour l'édition 2021. Et bien sûr, vive le Grand Steeple Chase de Paris. Le Haras de Cercy vous a présenté La Grandeur.